Vous entendez parler de Bitcoin depuis des années, mais peu savent réellement pourquoi il a été créé, comment il fonctionne et pourquoi il attire aujourd'hui les institutions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la théorie, la pratique, ses cas d'usage concrets, mais aussi les menaces qui pèsent dessus, comme l'ordinateur quantique. Avant de démarrer cette vidéo, juste un petit message pour vous dire que ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Quand on parle de Bitcoin, il faut déjà savoir distinguer deux choses essentielles. On parle de Bitcoin avec un B majuscule, c'est l'infrastructure, la technologie, ce qu'on appelle la blockchain Bitcoin. Et Bitcoin avec un B minuscule, c'est la monnaie, le jeton qu'on peut acheter ou envoyer. Dès qu'on parle d'unité, de quantité de crypto-monnaie, on va utiliser le Bitcoin en minuscule. Donc quand même, cette distinction est super importante parce que beaucoup de gens confondent tout et réduisent uniquement Bitcoin à un prix ou à un actif spéculatif, alors qu'à la base, c'est d'abord une technologie et c'est vraiment très important de le rappeler. Donc concrètement, en 2008, Satoshi Nakamoto publie le white paper, donc le livre blanc en 2008, qui décrit le système, donc le fonctionnement de Bitcoin. Donc en 2009, le réseau démarre pour de vrai avec le fameux Genesis Block. À l'intérieur, il y avait même un message du journal The Time. Donc ça, c'était vraiment un clin d'œil pour rappeler que Bitcoin naît en réaction aux dérives du système bancaire qu'on va voir juste après. Et dès le départ, tout est clair. Bitcoin est décentralisé. Il n'y a pas d'autorité qui le contrôle. Il y aura 21 millions de Bitcoin au total, ce qu'on appelle aussi la total supply. Pas un de plus. Et ça, c'est ce qui fait toute sa rareté. Alors bien sûr, au début, Bitcoin a été critiqué, moqué, je pense aussi. Tout le monde a dit que Bitcoin avait été mort. Et même dans les médias, ça avait été relié, comme je le disais dans une autre vidéo, plus de 400 fois, on disait que Bitcoin et les cryptos étaient morts. Mais voilà, le constat, c'est que Bitcoin, en tout cas, a été créé réellement en 2009. Aujourd'hui, on est fin 2025 et il y a les institutions qui se les arrachent. Donc vraiment, ce sont ces mêmes institutions financières qui les critiquaient il y a encore quelques années, qui aujourd'hui s'y intéressent et les accumulent comme si il n'y avait pas de lendemain. Et ce qui est fascinant, c'est qu'encore aujourd'hui, fin 2025, personne ne sait vraiment qui est Satoshi Nakamoto. Il y a eu aussi des procès par rapport à ça. Il y a aussi des gens qui sont autoproclamés être Satoshi Nakamoto, mais à chaque fois, voilà, c'est ce genre d'individu, généralement, c'est pas eux, parce qu'à mon avis, le groupe de personnes ou la personne qui a créé Bitcoin ne veut vraiment pas qu'on sache que c'est lui. On ne sait pas si c'est un homme, une femme ou même un groupe. Et paradoxalement, c'est ça aussi qui fait la force de Bitcoin. Il n'y a pas de gourou, pas de fondateur qu'on peut influencer ou corrompre. Le projet existe par lui-même, indépendamment de celui ou celle qui l'a créé. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai mis Elon Musk juste ici, parce que voilà, par exemple, pour l'action Tesla, on sait que si demain il arrive quelque chose à Musk ou si Musk fait par exemple des choix politiques un peu bizarres et pas forcément en adéquation avec les directives de Tesla, le cours de l'action pourrait justement subir potentiellement des hausses ou des baisses, ça va dans les deux sens. Mais donc du coup voilà, c'est pas forcément bien d'avoir en tout cas quelqu'un d'aussi influent lié par exemple à une action. Et vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ce mystère affaiblit ou renforce Bitcoin? À l'époque, les banques avaient pris des risques énormes et avaient accordé ce qu'on appelait des crédits subprime, des prêts immobiliers risqués, souvent à des familles qui n'avaient pas vraiment les moyens de rembourser. Ces dettes ont ensuite été transformées en produits financiers vendus comme sûrs jusqu'au moment où tout s'est effondré. Résultat, une crise mondiale et ironie du sort, ce sont les banques qui ont été sauvées par l'argent public, donc par l'argent de l'État. Une énorme perte de confiance dans le système bancaire et dans les gouvernements. En parallèle, un mouvement existait déjà, les cypherpunks, des informaticiens et cryptographes qui militaient pour plus de liberté et de vie privée en ligne. Leur objectif était clair, créer une monnaie qui ne dépend ni d'une banque ni d'un État. Et le 3 janvier 2009, dans le premier bloc de Bitcoin, Satoshi Nakamoto a laissé un message historique, Chancellor on brink of second bailout for banks. Et ce message, c'était un signal fort pour dire que Bitcoin est né comme une alternative, une réponse à un système jugé injuste. Plus jamais dépendre des banques pour transférer ou stocker notre argent. Donc pour parler un petit peu du fonctionnement de Bitcoin, ça reste quand même très abstrait. On va pas non plus rentrer trop dans les détails pour éviter justement de vous perdre et que la vidéo
dure une éternité. Donc un Bitcoin fonctionne grâce à ce qu'on appelle une blockchain. Donc on parle de chaîne de blocs en français. Donc c'est vraiment des blocs qui sont mis bout à bout. Là, je vous ai mis les définitions. Un bloc, hein, c'est une boîte avec une liste de transactions. Imaginez en gros une sorte de cahier numérique, hein, pour la blockchain où chaque page est un bloc et chaque bloc contient une liste de transactions. Si vous regardez le schéma en commençant par le numéro 1, la première étape, hein, donc on va appeler le A Alice et le numéro B, on va l'appeler Bob, comme ça sera plus simple. Quand Alice envoie un Bitcoin à Bob, sa transaction est créée. La deuxième étape, c'est que cette transaction est regroupée avec d'autres utilisateurs à l'intérieur d'un bloc. La troisième étape, ce bloc doit être validé par le réseau entier grâce aux ordinateurs qu'on appelle des nœuds ou en anglais des nodes et à des techniques cryptographiques. Le quatrième point, hein, c'est vraiment qu'une fois validé, le bloc est ajouté à la chaîne qui contient tout l'historique des transactions. Et la dernière étape, c'est que Bob reçoit sa transaction. Donc ce qui est vraiment génial, hein, c'est que ces blocs sont reliés entre eux de manière indissociable, un petit peu, hein, comme une chaîne, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle chaîne de blocs. Et si quelqu'un essayait de modifier une transaction dans un bloc, cela casserait vraiment toute la chaîne et ça se verrait immédiatement. Et surtout, la force de ce registre, hein, c'est qu'il n'est pas conservé par une seule banque, il est copié et partagé par des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Et d'ailleurs, il y a même des copies sur des satellites, donc même en cas de coupure générale, il y aurait toujours une copie quelque part pour justement à chaque fois redémarrer la blockchain. Le résultat de la blockchain, c'est public, transparent et surtout, grâce à la cryptographie, c'est extrêmement sécurisé. Logiquement, hein, avant d'aller plus loin, rappelons à quoi sert le minage. Hein. Miner, ce n'est pas seulement créer des bitcoins, c'est surtout ce qui permet de sécuriser le réseau et du coup de valider les transactions. Concrètement, hein, les mineurs mettent la puissance de leurs ordinateurs au service du réseau pour vérifier les transactions, éviter les fraudes, les doubles paiements, les regrouper dans des blocs qui sont ajoutés à la blockchain et en échange de ce travail, ils reçoivent une récompense en Bitcoin. Sans les mineurs, hein, Bitcoin ne pourrait pas exister, personne ne vérifierait que les transactions sont valides et la blockchain s'arrêterait. Et là, du coup, je vous ai mis une évolution en image, hein, au départ, hein, en 2009. Ici, le réseau était minuscule, hein, il suffisait d'un simple ordinateur personnel. Bon, il était quand même déjà assez costaud à l'époque, mais bon, pour l'époque, on pouvait en tout cas déjà miner du Bitcoin. Aujourd'hui, ça serait impossible. Certains passionnés pouvaient miner plusieurs blocs par jour et chaque bloc rapportait 50 Bitcoins. Donc, ça faisait énormément d'argent. En tout cas, à l'époque, c'était rien. Aujourd'hui, ça représente un montant énorme. Mais Bitcoin a été conçu pour être rare, hein. Tous les 4 ans, environ, la récompense est divisée par 2. C'est vraiment ce phénomène qu'on appelle le halving. Vous l'avez peut-être sûrement entendu. Donc, on est passé de 50 bitcoins en 2009 à 25 en 2012, puis 12,5, etc. Et à chaque fois, on divise par 2. Et en avril 2024, on est passé à 3,125 bitcoins. Et on peut aussi se projeter qu'en 2028, ça va être encore divisé par 2 à 1,56 bitcoins par ouverture de bloc. 1,5625 bitcoin à chaque fois qu'un bloc sera miné, donc émis. Et pour donner un ordre de grandeur, hein, aujourd'hui environ 144 blocs sont validés par jour, soit à peu près 450 bitcoins nouvellement créés chaque jour, ce qui fait un peu plus de 160 000 bitcoins par an. Et en parallèle, hein, la difficulté de calcul a explosé. Plus il y a de mineurs, plus les énigmes cryptographiques sont compliquées pour maintenir le rythme d'un bloc toutes les 10 minutes. Il faut savoir que voilà, un bloc est créé environ toutes les 10 minutes sur Bitcoin. Par exemple, Ethereum, c'est toutes les 12 secondes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Bitcoin est beaucoup plus lent à créer des blocs. Ces énigmes reposent sur un algorithme de sécurité, le SHA 256. C'est un standard, hein, utilisé aussi dans les banques et l'informatique classique. Et c'est justement cet algorithme qui, un jour, pourrait être menacé par une nouvelle technologie, l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, hein, on est passé à une toute autre échelle. Ce ne sont plus des ordinateurs de salon, mais des centres industriels remplis de machines spécialisées qu'on appelle des ASICs, surveillés par des équipes 24 heures sur 24. Alors là, j'ai pris un exemple, c'est au Canada, hein, c'est une ferme de minage au Canada. La logique reste la même, sécuriser le réseau et valider les transactions, mais la compétition et les moyens nécessaires ont explosé.
le minage est devenu une véritable industrie mondiale. Bitcoin n'est pas utilisé de la même manière partout dans le monde, mais on peut résumer en 3 grands usages. Le premier usage, les transferts et paiements. Dans beaucoup de pays d'Afrique ou d'Asie, envoyer de l'argent à sa famille coûte une fortune. Les banques et Western Union prennent parfois entre 5 et 10% de frais. Donc vous vous rendez compte, pour 1000 euros par exemple envoyés, ils vont prendre entre 50 et 100 euros de frais. C'est vraiment invivable. Avec Bitcoin, surtout grâce au Lightning Network, donc c'est vraiment un nouveau type de réseau qui a émergé il y a quelques années. On peut envoyer instantanément pour quelques centimes même à l'autre bout du monde, et ce n'est pas seulement pour l'international. De plus en plus de petits commerces acceptent aussi Bitcoin comme moyen de paiement. Et d'ailleurs, notamment en France, il y a pas mal d'endroits qui acceptent dorénavant Bitcoin. Ça fait déjà quelques années. Un exemple concret, envoyer 100 euros du Nigeria vers la France via Western Union coûte environ 10 euros. Avec Bitcoin, c'est quelques centimes. Et même moi, à l'époque, qui ai vécu quelques années en Australie, quand je vais transférer, par exemple, au début, mes euros en dollars australiens, ou même quand je suis rentré faire l'inverse, je passais par exemple par TransferWise, ça s'appelle Wise maintenant, où il y avait des currency fair, mais il y avait quand même pas mal de frais, et clairement, avec la crypto, j'aurais eu beaucoup moins de frais. Mais c'est vrai que voilà, il faut aussi de l'argent pour pouvoir payer ses factures, parce que il n'y a pas tout le monde qui accepte encore les cryptos. Le deuxième usage, c'est la réserve de valeur dans les pays où la monnaie locale se dévalue très vite. Bitcoin est vu comme un coffre-fort numérique, notamment aux Europes, aux US, mais bon, également à d'autres endroits. J'ai synthétisé à chaque fois vraiment pour faire les boucliers anti-inflation selon les régions du monde, les réserves de valeur, transferts et paiements. Mais en réalité, voilà, selon les régions, il peut avoir du coup ces 3 types d'usages. Mais voilà, je pense que c'est quand même plutôt pas mal représenté. Dans les pays où la monnaie locale se dévalue très vite, Bitcoin est vu comme un coffre-fort numérique. Les gens savent qu'ils peuvent conserver leur épargne en dehors du système bancaire traditionnel, et surtout sans dépendre d'une banque ou d'une entité centrale. Le troisième usage, c'est le bouclier anti-inflation. Même en France, avec une inflation moyenne de 4% par an, vos 10 000 euros d'aujourd'hui ne vaudront plus que 6 000 euros dans 10 ans, même si bien évidemment vous aurez toujours 10 000 euros, mais avec le coût des biens et des services qui va augmenter d'environ 40% sur 10 ans, forcément, vous aurez moins de pouvoir d'achat. C'est pour ça que Bitcoin, lui, a une offre limitée à 21 millions d'unités. Impossible d'en imprimer plus. C'est cette rareté programmée qui attire de plus en plus d'investisseurs. En résumé, là où le système bancaire est trop cher, inefficace ou inflationniste, Bitcoin devient une solution simple, rapide et accessible. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement des particuliers ou des passionnés qui investissent dans Bitcoin. Les plus grands acteurs financiers mondiaux, là on parle de BlackRock, Fidelity ou Grayscale, sont entrés dans la danse avec leur propre ETF Bitcoin. Donc depuis le début d'année 2024, à peu près la mi-janvier 2024, parmi eux BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 9 000 milliards de dollars sous gestion. Donc quand un mastodonte comme ça lance un ETF Bitcoin, donc un ETF, un Exchange Traded Fund, en fait c'est vraiment un panier d'actions. En tout cas, ça réplique le Bitcoin, ça réplique en tout cas son prix. Ça change complètement la perception. On ne parle plus d'un actif marginal, mais d'un actif validé par Wall Street. Et ce n'est pas un détail, selon le rapport de Chainalysis, à la mi-2025, les ETF Bitcoin représentaient déjà environ 180 milliards de dollars, 179,5 milliards plus précisément d'actifs sous gestion. Alors attention, c'est une estimation, mais l'ordre de grandeur est clair. Des centaines de milliards sont désormais exposés à Bitcoin via les institutions, et c'est aussi bien évidemment les fonds des particuliers, dans les fonds de retraite, des fonds qui sont investis sous gestion par BlackRock, etc. Ce sont vraiment les fonds des particuliers. Ne me voyez pas faire cette vidéo sans parler de la menace de l'ordinateur quantique, parce que voilà aussi, j'en parle aussi avec certaines personnes parfois dans des débats, et on me sort souvent la menace de l'ordinateur quantique, que de toute façon Bitcoin, d'ici quelques années, il n'y en aura plus, parce que il y a cette menace au-dessus, c'est un peu comme une épée Damoclès. Donc effectivement, cet ordinateur quantique pourrait détruire Bitcoin en cassant son algorithme de sécurité, le SHA-256. Et derrière, il y a quand même certains acteurs influents, comme Anatoly Yakovenko, donc qui est quand même le fondateur de Solana, la crypto Sol, qui parle même de 50% de chance d'ici 2030 que l'ordinateur quantique réussisse à craquer l'algo de Bitcoin. Après, il parle de ça aussi si on ne fait rien
sur le protocole Bitcoin. Donc forcément, dit comme ça fait peur et ça donne moins envie d'investir. Je vous le comprends totalement. Mais en réalité, il faut aussi comprendre plusieurs choses. Les ordinateurs quantiques actuels ne sont pas conçus pour ça, hein. Ils savent résoudre certains calculs spécifiques, mais pas casser du SHA-256 et on est encore très loin de cette capacité. Si un ordinateur quantique, en tout cas, pouvait casser du coup cet algorithme de sécurité, le problème quand même serait bien plus large que Bitcoin. Ce même algorithme protège aujourd'hui la plupart des banques, des messageries sécurisées et même nos smartphones. Donc voilà, ça serait quand même la finance mondiale qui serait concernée avant même Bitcoin. Donc voilà, Bitcoin, c'est un peu du coup le saint graal en termes de sécurité à atteindre, mais du coup, c'est pas non plus infaillible. Et bien sûr, Bitcoin peut évoluer, c'est aussi ça qui fait sa force. Si une faille apparaissait, la communauté pourrait faire une mise à jour, donc ce qu'on appelle un fork, une fourchette en français, et adopter un algorithme post-quantique déjà en cours de recherche. Même les géants qui développent ces machines comme IBM, Google, Microsoft dépendent eux-mêmes du SHA-256, donc de cet algorithme. Pour leur système, ils n'ont aucun intérêt à le craquer, à l'exploser. Donc en clair, oui, le risque existe en théorie, mais il est encore très lointain et surtout, il est anticipé. Des algorithmes résistants aux ordinateurs quantiques sont déjà testés. Donc voilà, la vraie conclusion de tout ça, c'est que l'ordinateur quantique n'est pas une menace immédiate pour Bitcoin et si un jour ça le devenait, Bitcoin a la capacité de s'adapter. Pour conclure cette vidéo, Bitcoin, c'est vraiment la base. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en socle. C'est voilà, sécurité, monnaie, rareté. Puis en 2015, on a eu un petit nouveau qui a été Ethereum, qui a apparu en réalité en 2014, mais qui a ouvert la voie au smart contract et à l'innovation en 2015. Et du coup, ça a aussi ouvert par la suite la finance décentralisée, qui est l'étape numéro 3. Alors là, j'ai mis Altcoin, mais en tout cas, c'est les tokens de crypto qui vont représenter ce genre de projet innovant et les différents cas d'usage, comme par exemple la tokenisation des actifs réels, les stablecoins, la finance décentralisée, les NFT, etc., etc. Et en tout cas, aujourd'hui, on a vu apparaître ce qu'on appelle les altcoins. Le terme est un peu fourre-tout, je vous l'accorde. D'un côté, beaucoup de projets spéculatifs, hashtag memecoin, sans réelle utilité, mais de l'autre, des cas d'usage concrets. Les stablecoins pour échanger de la valeur de façon stable, la finance décentralisée pour emprunter, prêter ou générer du rendement et aussi la tokenisation d'actifs réels qui amène de nouvelles briques financières, notamment un gros enjeu de la tokenisation, c'est vraiment de pouvoir tokeniser déjà l'immobilier. Alors ça se fait déjà en ligne, des fractions d'immobilier, mais surtout de pouvoir migrer les actions, on parle vraiment des actions classiques sur la blockchain, pour avoir une cotation en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme Bitcoin et l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc Bitcoin reste donc la porte d'entrée, mais derrière l'écosystème est immense. En tout cas, voilà, si vous voulez aller plus loin et que en tout cas ça vous a intéressé cette vidéo, j'ai fait une mini-série sur la finance décentralisée de 3 épisodes. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses là-dedans. Et aussi, si vous n'avez pas encore acheté de crypto-monnaie, de Bitcoin et que vous cherchez le meilleur moyen d'acheter vos premières cryptos en toute sécurité, j'ai aussi préparé un comparatif des plateformes régulées en France. C'est vraiment un top 10 des plateformes réglementées en France. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!